Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le challenge Mid-Year Freakout Book Tag. Il me semble que je les ai dit dans le bon sens. Mais en gros c'est un petit challenge mi-année pour recenser un petit peu nos lectures de manière générale. Mais avant ça je vous ai préparé des petits chiffres sur combien de livres j'ai lus, etc. avant de parler des livres en particulier. J'ai sélectionné une petite dizaine de questions. Suivant le challenge, il y a des questions qui reviennent, d'autres non. Donc j'ai sélectionné celles que je préférais et celles avec lesquelles je pouvais répondre. Il faut savoir également qu'il y a plusieurs livres qui sont capables de revenir dans plusieurs catégories, mais j'ai fait exprès de choisir à chaque fois des livres différents. Même si au fond de mon cœur, je voulais en choisir un autre, j'ai préféré vous en présenter plusieurs plutôt que vous présenter toujours le même livre parce que sinon il n'y a aucun intérêt. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de tag et si vous aimez mes vidéos de manière générale, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce. Si vous êtes plutôt timide et que vous n'aimez pas laisser des commentaires, laissez un emoji plage parce que c'est l'été. Donc avant de présenter les différentes catégories, voici les chiffres. Donc en 6 mois, j'ai lu 23 livres. Ce qui est pas mal déjà, je suis plutôt contente, mais ce qui est peu par rapport à mon rythme de lecture habituel qui s'explique parce que en fait je suis tombée enceinte fin décembre et du coup tout le premier trimestre et une bonne partie du deuxième trimestre j'ai quasiment pas lu. C'était très compliqué pour moi, donc ça a nettement baissé mon nombre de lectures par mois puisqu'habituellement je lisais 6 à 7 livres par mois. Je tournais aux alentours de 2 quoi. C'était pas la folie. Donc 23 livres qui représentent un peu plus de 13 000 pages, 13 080 pages. Je lis quand même des gros bébés. J'ai pas calculé, ça fait en moyenne combien de pages? Attendez, je vais regarder. Ah, ça fait quand même des livres en moyenne de 570 pages. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas des petits livres que je lis. Et dans tous ces livres-là, j'en ai DNF, donc j'en ai arrêté un en cours de lecture. Un seul. Tout le reste, je les ai finis. Il y a 4 one-shots dedans et tout le reste c'est des sagas, donc soit des nouvelles sagas, soit des suites de sagas. Ça je suis plutôt contente. Enfin, moi je suis une lectrice de sagas de manière générale, je vous avouerai, mais j'aime bien quand même les one-shots, mais je trouve que il n'y en a pas assez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Dans ces 19 sagas, j'en ai 11 qui sont toujours en cours, donc c'est-à-dire que la suite est déjà parue et il faut que je les lise. J'en ai 6 où j'attends la suite justement, donc c'est 6 sagas que je me suis mis à jour et j'en ai 2 que j'ai abandonné. J'ai lu les livres et j'ai décidé je les arrête. En tout sur 23 livres il y a 21 auteurs différents, donc ça c'est plutôt cool, je lis pas toujours les mêmes auteurs et dans ces 21 auteurs différents il y en a 10 que j'ai découverts, donc ça aussi je suis plutôt contente. Par contre, en termes de genre, on reste toujours sur de la fantasy et de la romantasy puisque j'ai 11 livres en fantasy, 11 livres en romantasy et une seule et unique dystopie. On va donc commencer sur quel livre j'ai préféré sur ces 6 derniers mois de lecture. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais vu que je vais vous en présenter d'autres sur les autres questions, j'ai sélectionné pour cette question Glow to the Everflame, qui est le tome 2 de la saga Spark of the Everflame. Donc saga qui est juste là. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous représente encore une fois cette saga? Je ne sais pas, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière et celle encore d'avant je crois, et je sais que je vais vous en reparler encore puisque je viens de finir le tome 3 Hit of the Everflame. Mais voilà, le tome 2 c'est une... j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, vraiment. Le tome 3 un peu moins, mais j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine et surtout pourquoi. Mais vraiment, l'une de mes lectures préférées, c'est celle-ci, clairement. J'ai passé un trop bon moment. C'était hyper appréciable de retrouver Diem, qui je trouve dans ce livre-là a une évolution comparée au tome 3, où justement je trouve que ça stagne un peu trop, mais bref. Cette saga... Je ne sais pas au final si ça sera ma saga coup de cœur de l'année, mais en tout cas le tome 1 j'ai adoré, le tome 2 j'ai adoré et ça je pourrais pas enlever en fait ces sensations de lecture que j'ai eues lorsque j'ai lu le tome 2, c'était incroyable. Ensuite la deuxième question c'est quelle a été la meilleure suite de saga que vous avez lue, et pour moi incontestablement c'est La Guerre des 2 Reines de Jennifer L. Almentrout. Je trouve que c'est le meilleur, mais vraiment le meilleur des 4 livres de la saga du sang et la cendre.
Pareil, c'est encore un livre dont j'en parle beaucoup ces derniers temps puisque le mois dernier j'ai lu la saga, du coup le tome 4, Le sang et la cendre, et j'ai lu également le préquel Une lumière dans la braise, mais je vais pas vous refaire encore une fois le récapitulatif de la saga parce que j'ai l'impression sinon que je dis exactement la même chose toutes les semaines et ça doit être un petit peu rébarbatif pour vous, mais cette saga là, vraiment Le sang et la cendre en particulier, pas forcément le préquel, incroyable. Et celui-ci, il apporte tellement de réponses et il ouvre tellement de nouvelles pistes. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup trop aimé et j'aime beaucoup le personnage de Poppy. La troisième, c'est une nouveauté de ce début d'année que vous avez hâte de lire. Alors, je vais tricher parce qu'il est sorti le 1er juillet. Mais, étant donné qu'il n'y a qu'un seul jour, on va dire que ce tag devait se calcule entre le 1er janvier et le 30 juin à un jour près, ça va. Et surtout en plus qu'il a été proposé à différents salons et différentes expositions en avant-première. Et je parle bien de La mémoire des eaux de Margot Le Ten, que j'ai commandé et que j'attends. Je ne sais pas si ma librairie va le recevoir, mais j'ai très hâte de savoir si ma librairie peut commander les collections des plumes blanches. Logiquement oui, je ne verrai pas pourquoi, mais j'attends le mail toujours avec impatience, vraiment. On est sur une dark fantasy adulte avec des fées, des humains, des guerres, de la magie. Apparemment, c'est hyper sombre, hyper lugubre. J'en entends que du bien, la plume, etc. Bref, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ensuite, la suite de saga que j'attends le plus, c'est le tome 3 de l'Empire de Vampire. Donc ça sera l'Empire de l'Aube, justement. Vraiment, je l'attends avec impatience. Ça a été ma découverte, mon top lecture de 2024, l'Empire du Vampire. J'ai découvert J. Christophe et c'est devenu mon gourou de la fantaisie adulte, clairement. Dans cette saga, on va suivre Gabriel qui est emprisonné par un vampire et qui est interrogé. Donc le vampire, il va lui poser plusieurs questions puisque il est à la recherche du Graal et il s'avère que Gabriel saurait où ce Graal se trouverait et surtout l'a déjà trouvé et l'a caché. Et donc il va... ça va être un petit peu comme entretien avec un vampire. Il va lui poser tout un tas de questions pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur comment Gabriel est devenu un saint d'argent, puisque c'est le dernier des saints d'argent existants. Les saints d'argent, c'est une communauté, on va dire, de guerriers qui se bat pour éliminer les vampires. Et donc, Gabriel est interrogé, bien évidemment, par un vampire. Ce Graal est très important puisque c'est ce Graal-là qui pourrait faire revenir le soleil et donc anéantir l'empire, en fait, du vampire qui a été installé depuis plusieurs décennies dans le monde de Gabriel. J'ai adoré, c'est sombre, c'est... il y a quand même des touches d'humour, mais de l'humour assez noir, c'est piquant, la plume elle est incroyable, vraiment l'univers, l'intrigue, tout est incroyable, le rythme, parce qu'en fait on va passer sur plusieurs temporalités. Gabriel va nous parler un petit peu de son passé, comment il est devenu saint d'argent, mais également il va revenir et il va faire des bonds temporels sur comment est-ce qu'il a trouvé le Graal, justement, bref. Incroyable, vraiment incroyable. Lisez ce livre, une propagande. Je pense que je l'ai vendu à plus de monde qu'un libraire lui-même, clairement. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je serais millionnaire si on m'avait donné 1 € à chaque fois que j'avais convaincu quelqu'un de le lire. Ma plus grosse déception de cette année, c'était The Sword of the Kagan. C'est un livre que j'avais reçu en service de presse. C'est un livre que j'en attendais beaucoup parce qu'il a été vendu comme une fantaisie épique sur un univers japonais. Je vous mets l'affiche juste ici, je ne l'ai plus. Je m'en suis séparée parce que c'est le seul livre de l'année et que j'ai abandonné. C'est celui-ci. Je l'ai abandonné parce que j'ai trouvé qu'il ne représentait absolument pas la manière dont il a été vendu. Moi, quand on me vend une fantaisie, je m'attends vraiment à une fantaisie. Je m'attends à des personnages qui vont creuser pour avoir des réponses. Et là, c'est absolument pas le cas. En fait, on va suivre simplement des personnages qui font face à une situation et qui essayent de survivre. Mais c'est tout. Ces personnages-là vont accepter la situation, vont essayer de survivre. Et puis voilà, vous avez un passage de guerre qui va durer plus de 100 pages, c'est interminable. Je me suis vraiment ennuyée dans ce livre-là, c'était vraiment dommage. J'attendais tellement de ce livre que j'étais vraiment déçue. Et arrivée à peu près à la moitié, j'ai expliqué à plusieurs de mes amis pourquoi j'aimais pas ce livre et on m'a dit ouais non en fait si t'aimes pas ce livre pour ça, ne continue pas, ça sert à rien, tu vas être plus déçu qu'autre chose. Donc j'en ai pas fait de revue de manière générale.
J'en ai fait juste, voilà, j'ai juste prévenu, celui-ci je l'ai arrêté parce que il ne me convient pas et que c'est pas un livre qui était visiblement fait pour moi, malgré le fait qu'il ait été vendu comme un livre fait pour moi. Je trouve ça vraiment dommage, vraiment. L'une de mes plus belles surprises, j'ai décidé de mettre l'Assassin Royal, donc le tome 1 c'est l'apprenti assassin je crois, tout à fait, c'est ça, de Robin Hobb. Pourquoi je mets celui-ci en plus belle surprise? Parce qu'en fait j'en attendais tellement et on m'avait dit tellement attention quand tu vas suivre l'histoire de Fitz, et que tu t'attends vraiment à une fantasy épique, tu risques d'être un petit peu déçu, un petit peu comme The Swords of Kaigen, parce que vraiment tu vas observer sa vie au fur et à mesure et tu vas voir qu'il n'est pas forcément maître de ses décisions et effectivement c'est le cas, clairement. On va suivre des moments de vie de Fitz, mais ben, j'ai vraiment bien adoré. J'avais peur justement avec toutes ces personnes qui me disaient ah là là attention, je suis pas sûre que ça te convienne. Ben au final si, j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en 2 jours je crois. C'était incroyable. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai acheté le tome 2 et je pense que je vais le lire très rapidement. En plus, visiblement, le tome 2, il est assez court. Celui-ci fait 600... Non, même pas. Celui-ci fait moins de 500 pages. Le tome 2 est encore plus fin, donc voilà. Mais très belle découverte. Vraiment, je me demande pourquoi je ne l'ai pas commencé plus tôt. Sûrement parce que la saga est énorme, hein, clairement, ne le cachons pas. Mais très belle découverte. Très contente d'avoir découvert cette lecture. Mon nouvel auteur favori, assez compliqué parce qu'il n'y en a pas que j'ai aimé autant que j'ai aimé découvrir par exemple, vous voyez, J. Christophe. Mais il y a un livre que j'ai adoré d'une nouvelle autrice, donc du coup je l'ai choisi, c'est R.F. Kuang avec La guerre du pavot. Alors pour beaucoup c'est pas une découverte, parce que R.F. Kuang publie des livres en France chez De Saxus depuis quand même pas mal de temps, mais pour moi oui, parce que j'ai commencé à lire Babel et ensuite j'ai enchaîné sur La guerre du pavot. Et vraiment avec La guerre du pavot, j'ai adoré La guerre du pavot. Vraiment, beaucoup plus que Babel d'ailleurs, mais justement parce que j'ai découvert cette plume qui est hyper addictive, hyper simple et hyper fluide. On sent qu'elle ne dit pas n'importe quoi, que quand elle aborde un sujet, elle le connaît et surtout elle écrit sur ce qu'elle connaît en fait. Elle ne va pas forcément inventer. Tout est inspiré de sa vie, de ses origines, etc. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup avec R.F. Kuang. On est du coup facilement emporté et immergé dans ces univers. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ensuite, la prochaine question, c'est ton personnage favori. Là, je vais tricher. Je vais mettre un livre que j'ai déjà sorti. Mais parce que du coup, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur personnages. On va parler de Taran. Taran qui est le cousin de Luther. Donc Luther qui est le protagoniste, enfin l'un des protagonistes principaux. Non, c'est l'un des protagonistes principaux, oui, je crois, de cette histoire. Donc Glow of the Everflame. C'est un personnage secondaire, mais vraiment... Il a de l'humour, il est attachant, il est fidèle en amitié, il est fidèle dans les liens familiaux, il est hilarant. Bref, il est toujours là quand il faut, il est piquant, il argumente vraiment bien, il participe toujours aux conversations qui me font mourir de rire. Bref, Taran, c'est le personnage que je préfère dans cette saga, clairement, vraiment, et de loin. Et surtout avec le tome 3 m'a confirmé mon coup de cœur justement pour ce personnage-là. Voilà, j'espère qu'elle ne le fera pas mourir. Clairement, hein. Visiblement, c'est pas dans les habitudes de Penn Cole de faire mourir les personnages qui ont une place très importante dans ses livres. J'espère que ça continuera parce que c'est le seul pour lequel je pourrais verser ma petite larme. Ok? Vraiment le seul. Alors que si Luther meurt, par exemple, bon, ce sera chiant, mais pas très grave. Taran, par contre, je serais pas du tout d'accord. Ensuite, avant-dernière question de ce book tag, quel est le plus beau livre que tu aies acquis? Et pour moi, c'est la réédition de The Witcher de Andrzej Sapkowski. Bref. Ce livre est de toute beauté. Il est magnifique, mais il faut savoir que j'ai une attache très particulière avec la licence. Vraiment. Vous avez une jaquette comme ça avec... Oh, regardez-moi ce Geralt. Il est magnifique. Une cover assez simple, vous voyez, avec l'épée qui est repris au niveau du jaspage juste ici. Après, c'est noir, mais vous avez également hop, des illustrations, c'est la même.
en N pages. Magnifique, très très beau, vraiment très très beau. Et on est sur une typographie lisible, hein, pas comme dans Heat of the Everflame et pas non plus comme dans Onyx Storm. Vraiment, ce livre est magnifique. Dommage qu'il soit si fin parce que du coup, le travail sur l'épée est un peu, je dirais pas bâclé, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, malheureusement, les pauvres, avec la tranche qui est quand même assez fine. Mais je sais que les autres vont être un peu plus gros. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite de la saga, de voir ce qu'ils vont nous sortir. Vraiment magnifique. Vraiment, ce livret est de toute beauté. C'est pour moi ma plus belle acquisition. Alors, je l'avais déjà lu, bien évidemment. J'ai acheté un livre que j'ai déjà lu. Oui. J'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, qu'ils vont continuer cette édition-là. Parce que c'est pas la première fois qu'ils font des éditions de luxe comme ça, des éditions revisitées, sans forcément les finir. Je veux toute la collection complète, Brajlon. Attention, je vous préviens. Et enfin, dernière question, le livre que je dois finir avant cette fin d'année. J'ai sorti La Bricasse, sûrement l'un des livres les plus épais de ma bibliothèque. Non, c'est faux, parce que j'ai un jour de nuit tombé. Mais Keleana, tome 7. C'est le dernier livre de la saga que je dois lire. C'est le livre qui clôturera la saga. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On n'est pas non plus sur un livre qui est très petit. Donc ça va. Hein. Prenez-en de la graine. Ceux qui sortent des livres avec une écriture minuscule, on peut faire des livres épais et pas les vendre à 40 balles. Voilà. On peut avoir une typographie lisible, s'il vous plaît. Pensez à nos yeux, pensez à notre confort de lecture, je vous jure, c'est un enfer. En fait, le mois dernier et début du mois là, j'ai lu 2 livres avec des écritures et des typographies minuscules. C'était horrible, vraiment. J'avais l'impression, j'ai mis plus d'1 semaine à lire ces livres, alors que d'habitude, je sais que je les mettrais, j'en mettrais beaucoup moins longtemps, mais tout simplement parce que je ne les ai pas pris en format e-book. Parce que je suis en arrêt maladie et qu'il faut que je fasse attention à la gestion du budget. Mais bref, on veut des conforts de lecture. Parenthèse fermée. Il faut que je lise Keleana, donc le tome 7, Le Royaume des Cendres, pour clôturer la saga, pour savoir la suite, pour savoir pourquoi tout le monde dit qu'il est hyper touchant et pourquoi il fait pleurer. Je vous mets ma main à couper que moi, je ne pleurais pas. Hein, mais bon, voilà. Je suis pas du tout une âme sensible en fait dans la lecture. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était la mort d'un certain personnage dans Force Wings. Et avant ça, c'était, j'avais 12 ans je crois, quelque chose comme ça. Encore la mort d'un autre personnage, mais c'était dans Eragon, quand je découvrais Eragon. J'étais adolescente. J'avais pas pleuré dans mes livres entre temps. J'étais choquée, oui, j'ai eu la mâchoire qui tombait à de nombreuses reprises, mais je pleure très rarement dans les livres. À voir, est-ce que ce livre-là va me faire pleurer ou pas? Je ne pense pas, mais voilà. Il faudrait que je trouve d'ailleurs des livres qui me font un petit peu pleurer, mais pour ça, je pense qu'il faudrait que je sorte de la fantaisie et que j'aille plutôt un petit peu plus dans le contemporain ou dans les tranches de vie, dans les drames. Je suis sûre que là, j'en trouverai, hein, clairement, parce que je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup dans les films, j'ai souvent la larme à l'œil dans les films, et encore plus quand c'est les animaux qui meurent. Oh là là, là vous pouvez être sûr que quand c'est un animal qui meurt, je pleure, c'est sûr et certain. Mais on divague quand même beaucoup sur cette vidéo. On papote, mais on divague. Hein. C'est tout pour moi. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre, vous, dans les commentaires, la réponse aux questions, aux différentes questions. Je vais essayer de mettre les questions que j'ai sélectionnées dans la barre d'informations. Comme ça, vous pourrez retrouver les questions et le lien des livres qui sont cités. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas ce que j'ai prévu la semaine prochaine comme vidéo. Attendez, je regarde le planning. Eh ben, je ne sais pas. Je n'ai encore rien programmé. On verra bien. Peut-être, si j'aurais le temps, ce serait un challenge. Parce que j'ai plusieurs... Vous verrez ça dans une autre vidéo, mais j'ai plusieurs idées de vidéos et j'ai très hâte de les mettre en place. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bisous.